Aujourd'hui, on fait un petit détour par le lycée anglais le plus typiquement américain possible. Parce que, pourquoi pas. Oui, ce temple du drame adolescent où ce soir, c'est la réunion des anciens élèves. Alors on sort les costumes qui ressemblent à quelque chose, et les robes qu'on avait mises la dernière fois, qu'on avait fait genre qu'on avait une vie sociale. Parce que oui, on va montrer à tout le monde que ces années de cours chiants et d'études acharnées nous ont finalement servi à quelque chose. Enfin, c'est ce qu'on espère. Et bien sûr, Marty sera peut-être là. Ce cher Marty, héros involontaire des humiliations en série qu'on lui a infligées. Tout le monde adorait le martyriser parce que, humiliation gratuite, c'est ça la socialisation. Mais bon, ça va, c'était pour rigoler, t'inquiète pas, les traumatismes c'est surfait. Bref, accroche-toi, parce qu'aujourd'hui je t'embarque dans un slasher de série B devenu culte pour toutes les bonnes et aussi les très très mauvaises raisons. Bienvenue dans le jour des fous. They say they can stand up to the church, but they can't stand up to this bitch. Lucifer. Even your name is at times still a joke. Are you stupid? Slaves get nothing. Now why don't you get me another drink? Alors le film, il a été tourné en 84, 85. Ouais, c'est l'année où Madonna chantait Like a Virgin. Et on a 3 potes du cinéma bis britannique, George Dugdale, Mark Ezra et Peter Mackenzie Lytton, qui décident de tourner un slasher à l'américaine dans une vieille école anglaise abandonnée qui était destinée à la destruction. Alors pour info, c'est une école quand on est en intérieur, parce que les plans de la façade, c'est pas une ancienne école, c'est plutôt un ancien asile. Fallait donner une ambiance. Et oui, parce qu'en 1984, le slasher, il avait le vent en poupe. Jason, il était passé par là, mais en 86, quand le film sort, plus personne n'en a rien à foutre. Le slasher dans les années 80, c'est la tectonique. C'est arrivé très vite, mais c'est reparti tout aussi vite. Alors, vous allez me dire que 2 ans pour faire un film de ce genre, c'est quand même un petit peu beaucoup. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Et autant vous dire que c'est pas des très bonnes choses. Déjà à cause du titre, parce qu'au départ, Le Jour des Fous devait s'appeler April Fool's Day. Un titre tout à fait charmant pour un film qui tourne quand même autour d'une blague du 1er avril qui vire au carnage. Mais voilà, il y avait déjà un autre film d'horreur américain, sorti la même année, qui squattait le titre. Et comme ce deuxième film appartenait à la Paramount, autant vous dire que notre petit film anglais, il pouvait pas faire face. Donc, impossible pour nos Britanniques de garder ce joli nom. Du coup, histoire de pas créer un bordel plus fou que le scénario, ils ont dû plier bagages et renommer leur bébé Slaughterhouse pour l'export anglais, un titre qui sent bien quand même la gloire du slasher des années 80, et Le Jour des Fous pour la version française. Pas très original, mais au moins ça évite aux spectateurs de se gratter la tête pour savoir s'ils l'ont déjà vu. En plus de son titre et ses problèmes juridiques, le film a aussi connu un contretemps des plus dramatiques. Le suicide de Simon Scudamore, l'acteur principal qui incarnait Marty. Apparemment, le tournage suffisait pas à remonter le moral de notre cher Simon qui a décidé de partir un peu trop tôt par overdose médicamenteuse. Forcément, ce genre d'événement met un sacré frein à la sortie du film. Alors, c'est normal, difficile de faire une promo quand la star principale a tiré sa révérence dans des circonstances quand même vachement déprimantes. Donc les réalisateurs, entre choc et culpabilité, se sont même demandé si jouer ce rôle maudit n'avait pas amplifié la tristesse de Simon. Alors manifestement, sa mère aurait dit que non, il était déjà vraiment torturé à la base. Donc ça ajoute quand même une couche un peu glauque à cette histoire, déjà quand même bien chargée. Comme quoi parfois les coulisses d'un film d'horreur sont plus horribles que le film lui-même. Bon, sinon côté casting, on a la grande Caroline Munro dans le rôle de Carol. Oh, et moi qui croyais que tu ne reculais devant rien.
Alors là, on a une icône du cinéma de genre des années 70-80. Elle a joué dans L'espion qui m'aimait, Star Crash, Maniac, et elle tient le rôle principal féminin dans Le Jour des Fous. Donc faut savoir qu'à l'époque du tournage, Caroline, elle avait déjà 35 ans pour jouer une lycéenne. Bon, on n'était plus à ça près pour ce genre de film. Alors, elle s'est mariée avec George Dugdale, l'un des réalisateurs. On ne sait pas si à l'époque elle était déjà sa petite amie ou pas, mais elle a fini par se marier avec lui jusqu'à la mort de celui-ci en 2020. On trouve un caméo assez sympa de Dick Randall, qui était en réalité le producteur du film, dans une scène, donc au début, où il joue le rôle d'un agent ou d'un producteur, on sait pas trop, qui propose à Caroline Munro un rôle dénudé dans un film au minimum érotique, hein. La séquence, elle est hyper ironique parce qu'elle reflète la vraie position de Caroline Munro à l'époque. Elle refusait de tourner des scènes nues, malgré sa réputation dans le cinéma bis. Ce petit clin d'œil à son vécu et son refus de se dénuder apporte une petite touche d'humour et d'autodérision dans le film. Et c'est quand même assez rare, où le vrai et le fictionnel se mêlent subtilement à l'écran. Ensuite, donc, on a Simon Scudamore, qui était un acteur britannique, qui est né en 56 à Londres. Il a principalement étudié la comédie avant de décrocher son unique rôle donc dans ce film. Donc il incarne Marty le souffre-douleur. Tu sais, Carole, c'est vraiment le plus bel anniversaire de ma vie. Et avant sa carrière au cinéma, Simon il travaillait dans une école pour enfants défavorisés. Donc je pense qu'il avait déjà un petit côté très humain. Donc malheureusement, sa carrière s'est interrompue quelques jours après la fin du tournage. Il s'est suicidé à l'âge de 28 ans. On retrouve aussi Carmine Iacconone. Alors excusez-moi, je pense que ça se dit comme ça, mais j'en suis pas sûr. Qui joue Skip le connard. Doucement, il faut que je fasse gaffe à mon image de marque. Donc c'est un acteur américain qui est né en juin 61 à Springfield dans le Massachusetts. Il est principalement connu pour son rôle dans Le Jour des Fous. Et au-delà de sa carrière d'acteur, il s'est passionné pour la peinture et l'art en général. Et depuis les années 90, il est devenu un prof d'art respecté, enseignant notamment à l'université de Claremont Graduate University en Californie. Il est également reconnu pour ses écrits et ses articles dans le domaine artistique. Il a une grosse formation académique et un diplôme de littérature comparée qu'il a eu au Dartmouth College et un Master of Fine Art de l'Otis College of Art and Design. Et son travail artistique explore souvent des concepts liés au système de mesure, aux processus artisanaux et aux interactions entre histoire naturelle et design contemporain. J'ai rien compris. Mais en tout cas, il a fait tout ça. Ensuite, on retrouve Donna Yeager qui joue le rôle de Stella. Raconte-moi ce que tu deviens, mon grand. Elle a pas une carrière cinéma très développée, parce qu'à part un film qui s'appelle Les Caprices du Destin, j'ai absolument rien trouvé. On a Gary Martin qui joue Joe, le débile cocu. Enlève ton tas de lin et tu vois bien qu'il gêne, non? Alors, il a une carrière qui s'étend du théâtre au doublage, en passant par le cinéma et les séries. Donc il a commencé jeune à se produire dans des spectacles et des cabarets, avant de faire ses débuts au théâtre dans des productions comme Jésus-Christ Superstar ou le Rocky Horror Picture Show. Et dans les années 90, il s'est tourné plus vers le doublage, où il a été la voix de nombreux films d'animation, de séries et de jeux vidéo. Il a joué dans des films comme La Petite Boutique des Horreurs de 86, Hellboy 2 et Les Noces Funèbres, où il a prêté sa voix à plusieurs personnages. On a Michael Safran qui joue Ted. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu voulais tous nous tuer? Donc à part ce film, on est surtout sur un habitué des seconds rôles. Ensuite, on a Kelly Baker dans le rôle de Nancy. Si je n'avais pas entraîné Marty sous la douche, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est vous deux les seuls responsables de tout ça. C'est aussi une spécialiste des carrières courtes, parce qu'à part ce film, on peut la voir dans Up Until Christmas, donc c'est un film où un tueur psychopathe s'en prend au clone du Père Noël. Puis enfin, on a Sally Cross dans le rôle de Suzanne. Écoute, je te promets que j'irai vous rejoindre après. Je viendrai tard, mais je viendrai. Ok? Qui a joué dans ce film. La musique est de Harry Manfredi, un compositeur de musique surtout reconnu pour avoir fait énormément de musique de films d'horreur, dont la saga Vendredi 13. Bon, alors après cette petite présentation, je pense qu'il est temps d'y aller. La cloche a sonné, les cours vont commencer. Allez, on y va. I'm very gentle.
On commence le film, comme tous les chefs-d'œuvre du cinéma lycéen américain, avec un plan du plus british des lycées américains. Là, on a le droit à une énorme pancarte façon fête foraine, lycée du comté de Doddsville. Sérieusement, quoi, Doddsville, la ville des mecs. Et comme dans tous les films de lycée qui se respectent, la scène extérieure est censée être bourrée d'étudiants pour faire masse, ambiance jeune rebelle, ultra cool, sauf que là, le budget, il a pris les vacances, parce que sur la pelouse, on compte, tenez-vous bien, 10 pauvres étudiants qui se battent en duel. Alors, pour une bonne dose de romantisme, direction les vestiaires des filles. Et attention, on y retrouve Caroline Munro, alias Carole, qu'on baptise pour l'occasion la bonasse connasse, parce qu'entre son charme de rêve et son caractère de chippie, bon, elle a surgrave, ouais, on va pas se mentir, elle a surgrave. Et donc, elle promet à Marty, l'intello de service, une belle partie de trou du cul des familles, histoire de bien résumer la situation. Et hop, c'est parti. Mais Marty, il est pas angoissé. Non, dans sa bouche, c'est simple. C'est un gros baiser qui se la pète sévère. Le mec est là, genre, je gère la fougère, alors qu'on se doute tout, il a jamais dû alpaguer une seule meuf de sa vie. Allez, viens. Viens, je te dis, t'en as envie ou non? Mais quelle question, j'en ai vachement envie, tu me connais. Et je recule devant rien. Est-ce que t'as déjà fait l'amour? Tu crois que t'as affaire à un petit puceau? Je suis un baiser de première. Oh. Pendant ce temps, derrière eux, planqués comme une armée de losers méchants en puissance, une bonne dizaine de connards et connasses, avec, soyons honnêtes, une sacrée envie de foutre la merde. Le genre qui inspire pas confiance, tu vois le tableau. Et pour bien mettre une ambiance de psychose, gros plan sur le calendrier, c'est le 1er avril, parce que oui, ce jour-là, c'est pas juste la farce, c'est de la pure folie qui se prépare. Carole, en fine stratège, demande à Marty d'aller se dessaper sous la douche pendant qu'elle fait pareil de l'autre côté. Le plan, un classique du bizutage. Faire monter la pression, jouer les innocentes, et surtout coller un paquet de gros cons en rut comme vigile de vestiaire. Ça frappe à la porte. Carole dégaine son joker. Oh mon dieu, vite, cache-toi Marty. Et le zou, elle fait rentrer la horde de beaufs qu'attendent comme des vautours. Marty, lui, plus chaud que la braise, commence à tomber les fringues. Il sort de la douche, tout frais, tout peinard, et là, c'est le cirque. La fine équipe du bizutage débute ses exploits. Des trucs dans le cul, check. Des décharges électriques, check. Une tête dans les chiottes, check. Ah, le bizutage, ce rite ancestral des cerveaux en hibernation, un concentré de conneries molles où l'on prouve surtout qu'on peut être sacrément con tout en s'amusant. Le bizutage, c'est un peu comme un remake raté de torture psychologique par des connards en pleine crise d'ego qui confondent douleur, humiliation et... Bah quoi, c'est pour rigoler. Ils devraient l'appeler « Comment transformer un bon moment en traumatisme gratuit sans aucune raison ». Marty, lui, est le cobaye incompris et illustre parfaitement cette tradition débile, histoire de rappeler que parfois la bêtise humaine descend aussi bas que les chiottes où on lui a plongé la tête. Entre-temps, le gardien, qui fait aussi homme de ménage, parce que dans le lycée, on fait des économies, regarde à travers la vitre et voit une nuée de jeunes surexcités comme une meute de gosses en pleine crise de fin de colo. Le gars court prévenir le prof de sport, qui arrive en mode Rambo, et là, spectacle, le bizutage de l'enfer. Alors le prof, lui, il est sur le coup, comme si l'équipe nationale dépendait de ce vestiaire, ce qui est con, vu que leur capitaine d'équipe, c'est Skip, le boss de la team, et bah il est obligé de le virer. Non, parce que sérieux, on saura jamais dans quelle discipline il est le capitaine, mais on s'en branle vu qu'il est déjà hors jeu dès le début du film. Stella, la grosse vulgaire de la bande, balance sa haine à vitesse grand V. Quelle espèce de con ce Marty! Tout ça, c'est de sa faute! Honnêtement, Stella, si on pouvait virer aussi ta mauvaise foi, ça nous ferait des vacances. Et comme c'est la faute de Marty, pourquoi se poser des questions quand on a un coupable tout désigné? On va faire genre qu'on est sympa. Donc, Carl et Joe, à moins que ce soit franc, je sais pas, on s'en fout, ils se ressemblent, ils ont pas vraiment de charisme. Bref, ils décident de choper Marty dans le couloir et, soi-disant pour se faire pardonner, lui disent « Tiens, on te file un joint ». Mais c'est pas n'importe quel joint, hein. Parce que soyons sérieux, quand il y a deux débiles en quête de vengeance, tu donnes pas un pétard normal. Tu lui refiles un cocktail de merde pas possible. Bref, on a toute la bande de harceleurs qui est dans le gymnase, avec le prof qui leur fait faire des pompes pour les punir, enfin, ce genre de conneries.
et Marty qui est dans son labo de chimie. Donc il fait sa petite expérience, et puis là il décide d'allumer son joint. Donc il tire une taffe, et là on dirait qu'il vient de boire un café salé. Il devient vraiment mal, mais genre pas bien du tout. Marty fonce aux chiottes, en mode au secours, je vais crever. Retour dans le gymnase, où Skip trouve une excuse pour s'esquiver. Il profite que Marty se vide aux chiottes pour faire sa petite touche finale. Il va dans le labo et il décide de jouer au petit chimiste du dimanche et il modifie le mélange chimique de Marty. Marty revient, fait ses trucs avec ses fioles, son bécher, enfin toutes ses conneries, continue ses expériences Breaking Bad, mais surprise, à cause de la touche personnelle de Skip, c'est plus une expérience scientifique, c'est devenu un show pyroacide. Tout prend feu. Alors pour Marty, c'est panique à bord. Et bien sûr, dans un grand moment d'ingénierie sécuritaire, une bouteille d'acide super dangereuse est posée là en équilibre tout en haut de l'étagère, normal, genre prête à tomber. En fait, ils auraient dû marquer acide prêt à tomber. La bouteille tombe, elle explose et l'acide arrive en pleine gueule de Marty. Et là, mes amis, c'est le carnage. Alors, son visage ressemble vaguement à un vieux plat de chili oublié au fond du micro-ondes depuis une bonne semaine. Parce que feu plus acide égale visage version pizza brûlée. Bref, Marty a gagné le trophée du visage le plus chimique de l'année. Et après un cri d'agonie devant toute la troupe de harceleurs, il sort sur un brancard où Carol se penche pour s'excuser. Mais là, Marty, dans un magnifique jumpscare, il prend le bras. Et Carol se réveille en sursaut dans son immense appartement. Alors elle reçoit un coup de fil de son agent, un vieux libidineux dragueur, lourd de service, puis là il lui sort son grand numéro. Alors ma Carol, t'as réfléchi, prête à faire ce film ? Ouais, vous avez bien entendu, un film. Mais pas un film d'action, hein. Un truc un peu plus, c'est un minimum érotique. Le genre de film où on nous demande de poser nu. Et Carol ? En tout cas, Caroline, elle a toujours refusé de faire ça. Et Carole aussi. Et là, paf, débarque Suzanne. Elle arrive en mode « Regarde ma bague bébé ». Et là, elle balance fièrement « Je me suis fiancée ». Alors, elle explique qu'elle doit rencontrer les beaux-parents. Et Carole lui dit « Mais ce soir, c'est la fête des anciens ». Elle lui dit « Ah merde, j'avais oublié. Je vais aller voir les parents et je viens après. Je vous rejoins un peu plus tard ». On voit Carole s'en aller. On a 2-3 petites scènes en voiture qui n'ont pas vraiment d'importance. Et on se retrouve à l'extérieur du lycée, ce qui nous permet de faire connaissance avec les futures victimes. Donc on a Carole, la starlette, Skip, le connard en chef, le couple Stella la radasse vulgaire et Joe, le mari qui doit être cocu quotidiennement, Nancy, la suiveuse faussement cool, Shirley, insignifiante avec une ligne de dialogue, Carl, le blondinet avec une vraie tête à claque, Ted qui... rien... Juste Ted. Et Frank, le rigolo de la bande. Tout a l'air abandonné. Ils attendent. Mais une fois la nuit tombée, pas d'organisateur, pas d'autres anciens élèves. Donc, tout le monde s'en va. Ah bah non, bien sûr que non. Non. Skip, il a une super idée. Il se dit que jouer les urbexeurs, ça serait une super idée. Et donc, il rentre à l'intérieur par effraction. Et ils ont mûri, je vous dis. Après avoir parcouru quelques couloirs sombres à tâtons, ils arrivent dans une salle étrangement bien décorée. Welcome back à tous les anciens élèves. Alors, la salle, je vous ai dit que c'était un lycée américain, mais non. En fait, c'est un lycée britannique qu'on veut faire passer pour un lycée américain. Donc en fait, cette salle étrangement bien décorée, 20 mètres carrés à tout casser. Heureusement que les autres anciens étudiants sont pas venus. Bref, petit buffet, avec apéricube, des chipsters, de la bière, et surtout des casiers. Les casiers de nos blaireaux, avec dans chaque casier, un objet que eux avaient perdu. Genre une paire de baskets, une calculette, enfin les merdes quoi. Et surtout, le casier de Marty, avec à l'intérieur, l'almanach de l'école. Il n'est jamais allé chercher son prix de chimie. Non, on l'a emmené d'urgence à l'hôpital. Il a eu 6 mois de chirurgie esthétique. Et après, ça a été... Oh non, les greffes n'ont pas toutes réussi. Après l'intervention, sa peau était encore bien abîmée. Mais le plus grave, c'est que le docteur a dit qu'il ne pourrait plus jamais côtoyer d'autres personnes. Son esprit est devenu malade. Il est devenu complètement dingue. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que vous réalisez que nous avons transformé ce si gentil garçon en fou allié ? Et vous savez quoi ?
On dit que le pauvre garçon erre dans son asile et espère un jour s'échapper et retourner dans son ancien lycée afin de se venger de nous tous. Tu n'es vraiment pas drôle, petit imbécile. Tu comprends rien à la plaisanterie. Aux dernières nouvelles, Marty travaillait, si je me souviens bien, chez IBM. Il nous a tous oubliés, vous pouvez me croire. Bref, on est parti pour une petite soirée binouze, shit et de la coke. Que Carole a ramené. Parce que ouais, elle fait du cinéma, donc forcément, elle prend de la coke. On a deux de ces petits cons qui font une petite balade dans les couloirs, et ils rencontrent le gardien du lycée qui est toujours là. Pourquoi il est toujours là? Mais j'en ai aucune idée, quoi. Le bâtiment, il est en ruine, enfin je sais pas ce qu'il surveille. Enfin de toute façon, il est pas là pour longtemps, puisque ils se croisent, il lui donne une bière, il est content, ils s'en vont. Et là, notre tueur, affublé du masque de tête de vieux avec un chapeau de fou, avec les petits grelots, que Skip portait le jour du bizutage, le bute et il le cloue à la porte. On retourne à notre petite sauterie. Alors Ted, il veut prouver à tout le monde qu'il est encore le champion du monde de bière cul sec. Il ouvre sa bière et il la boit en 2-2. Alors il devait pas y avoir que de la bière. Parce que son ventre se met à gonfler, il commence à avoir les intestins qui sortent, du bide, sûrement trop de levure dans la bière, trop de levure, enfin je vois que ça. Le bide explose, Shirley s'en prend plein la gueule, toute la bande s'enfuit en courant, sauf Shirley, qui est choquée, sûrement parce qu'elle s'est prise plein de sang. Toute la bande panique, elle cherche une sortie, mais manque de peau, toutes les issues sont bloquées, il y a même de l'électricité sur les barreaux des fenêtres. Et ça, on le sait, grâce à Nancy, qui se prend une châtaigne de l'enfer et qui s'évanouit. Pendant ce temps, Shirley, elle décide de se nettoyer. Je sais pas si je vous ai dit qu'elle était pleine de sang. Si, je crois. Et donc, elle décide de se nettoyer en prenant un bain. Alors, personne ne ferait ça. Déjà parce que la salle de bain, elle est dégueulasse. Et aussi parce que c'est absolument pas le moment. On a Carl, le blondinet, tête à claque, qui arrive à sortir dehors en se faufilant, voilà, sans se prendre de coups de jus. Carole lui a donné ses clés de bagnole. Il monte dans la voiture de Carole, qui évidemment ne démarre pas. Et pourtant, elle lui avait dit, tu verras, elle démarre au quart de tour. Mais pas là. Donc il est au volant, il regarde dans le rétro, et on voit notre tueur sur le siège arrière. Et là, on a une lame qui traverse le ventre de notre blondinet. Alors les autres, ils regardent par la fenêtre, mais ils voient pas grand-chose, parce qu'il fait nuit. Mais alors, ils voient la voiture démarrer, qui commence à partir, puis qui fait demi-tour, pour éclairer avec les phares le cadavre de notre blondinet accroché à la clôture. Pendant ce temps, Shirley, qui n'est plus pleine de sang, alors parce qu'elle s'est savonnée, et elle commence à faire couler l'eau de la baignoire. Malheureusement, il n'y avait pas que de l'eau, mais plutôt un mélange d'acide et d'acide, ce qui fait beaucoup d'acide. Et la belle est réduite à l'état de squelette à vitesse grand V. Alors pour info, mon métier c'est graveur à l'acide. Donc je travaille avec de l'acide. Et alors je peux vous dire une chose, c'est que c'est pas une légende. L'acide, ça bouffe, ça ronge. Il y a certaines parties de mon corps qui ressemblent à Bob l'éponge. Cependant, un acide qui te dissout le corps à cette vitesse, même juste la peau, les organes, ça n'existe pas. Alors oui, l'effet spécial est mal fait. C'est un pur produit de son époque. Alerté par les hurlements, la petite bande rapplique dans la salle de bain et voit le squelette encore tout fumant. Et là, Carole, elle a un éclair de génie. Elle est sûre que c'est la vengeance de Marty. Retour à l'extérieur, où on a l'arrivée de Suzanne, qui a sûrement rencontré ses beaux-parents. Elle est dehors, elle est inquiète, il fait tout noir. Mais il y a une lumière qui s'allume à l'extérieur, au-dessus d'une porte. Elle s'approche, elle rentre, et elle avance tout doucement dans le couloir. Elle est pas rassurée, et en plus, à chaque pas qu'elle fait, les lumières s'éteignent derrière elle. Et au bout du couloir, on a une porte, avec une photo en noir et blanc de Marty, grandeur nature. Elle s'approche, et deux mains traversent la photo. On a Joe, qui a décidé de défoncer une porte, avec un tracteur tondeuse. Mais le tracteur tondeuse marche pas, donc c'est séance de mécano pour Joe. Alors perso, je suis pas sûr que ce soit le bon moment, et c'est un tracteur tondeuse. Ça roule pas, c'est un tracteur tondeuse, quoi. Bref, en parlant de faire des choses au bon moment, pendant que son mari répare la tondeuse, on a Stella qui a décidé qu'il était temps de se taper une bonne petite partie de baise avec Franck. Franchement, Stella, on dirait une vieille tapineuse à 10 balles. Bref, autant au début, Franck il est pas chaud. Franck, j'espérais que les choses se passent autrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Entre Joe et moi,
Je te suis pas, là. Des fois, je me dis que j'aurais tellement aimé être avec toi. Allez, allons, Stella. Joe est un brave type, non? Mais oui, c'est un brave type, bien sûr. Mais c'est toujours pareil avec lui. Oh, il prend soin de moi, je nie pas, mais je passe toujours après sa putain de bagnole. Ça ne serait pas bien. Non, Stella, tu as un gosse. Et non, ce serait pas bien, non. Mon fils aurait très bien pu être un petit Franck. Je te comprends pas, là. C'est toi son père, Franck. Quoi? Ne me dis pas que tu as oublié. L'été 80, le 23 juin, à 2h30. Oui, bien sûr. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai essayé, Franck. J'ai essayé, mais tu étais rarement là. Et alors, je vais passer par là et ça m'a paru beaucoup plus facile de lui. J'ai envie de faire l'amour avec toi, Franck. Maintenant? Et Joe? Joe, il est occupé. Il est en train de préparer ce putain de tracteur. C'est pas ce que je voulais dire. Oh, allez, mon chéri, on a tout le temps. Retour au niveau de la tondeuse. Alors, où Joe est sous le tracteur tondeuse, et franchement, ça n'a toujours aucun sens. Alors, 1, réparer la tondeuse n'était pas utile, et 2, pourquoi être en dessous le tracteur tondeuse? C'est un tracteur tondeuse, tu soulèves le capot, le moteur il est là. En dessous, c'est que les lames. Tu veux défoncer une porte, pas tondre le gazon. Bon, mais peut-être qu'il voulait vérifier les lames, j'en sais rien. Bref, il est en dessous. Le tueur arrive doucement. Et alors c'est une bonne nouvelle, le tracteur tondeuse il marche. Voilà, ouais, donc il le met en route, il enlève le cric, et donc forcément, une lame contre un ventre, c'est une victoire de la lame. Fin de tournage pour Joe. Pendant ce temps-là, on a nos 2 chaudards qui sont trouvés un plumard. Il y a de tout dans ce lycée. Des salles de bain, des chambres, il y a tout. Bref, ils ont trouvé un plumard. Mais malheureusement, Franck, il arrive pas à bander. Et Stella est un peu contrariée. Franck, il essaye des méthodes, en utilisant des mots un peu crus, je vous laisse juger, pour la scène de baise la plus ridicule du monde. Vas-y, t'arrêtes pas maintenant. Oh non, je peux pas. Je peux pas. Dis-moi des gros mots. Oh, je peux pas, putain. Dis-moi des gros mots. Cul. Depuis que je suis ça. Enculé. Couille. Niqué. Oh merde, j'aurais dû garder ma capote. T'arrêtes pas maintenant. Franck, oui. Mais notre tueur, il avait prévu le coup, et il avait relié le lit à de l'électricité. Ce qui fait qu'au moment où Stella, lors de sa jouissance ultime, accroche ses mains au barreau du lit, c'est orgasme à 380 volts. Autant au début ils étaient chauds, maintenant ils sont trop cuits. Alors Nancy, qui s'est réveillée de sa décharge contre les barreaux de fenêtre, elle se balade un peu et elle découvre le corps de Joe sous la tondeuse. Elle prévient Skip et Carol, et tous les 3, ils découvrent le corps de Stella et Frank totalement carbonisé sur le plumard. Skip trouve un vieux javelot pour se défendre. Alors ils s'enferment tous les 3 dans une pièce, les 2 filles s'endorment, mais Skip il a entendu un bruit. Alors il va voir à la porte, et là on voit juste une main qui l'alpague, mais tout en silence. Les 2 filles se réveillent un peu après, sûrement, et elles partent à sa recherche. Alors à propos de Skip, il est pendu dans ce qui ressemble à une chapelle, où à ce moment-là, on cherche même plus de cohérence. Par contre, manifestement, il a de la ressource, parce que il arrive à reprendre un 2e souffle, il gigote, et il arrive à se détacher de la corde. Les 2 filles retournent sur les scènes de crime, qui ont toutes été parfaitement nettoyées, et les cadavres ont disparu. Mais dans une pièce, elles trouvent une télé allumée avec l'enregistrement du bizutage. Parce que le bizutage, ça suffisait pas. Non, il fallait le filmer, puis garder une trace, sinon c'est pas marrant. Mais il y a aussi le livre de fin d'année, avec la photo des morts, barrée d'une croix rouge, et celle de Nancy, avec un seul trait. Et donc Nancy, elle est pas con. Elle a eu son diplôme. Et donc elle se dit, putain, je suis la prochaine. Et là, elle s'enfuit, prise de panique. Elle se retrouve dehors. D'ailleurs, il fait jour, on est déjà demain. Elle court, et elle tombe dans un trou rempli de boue, ou alors c'est une fosse septique. Je sais pas. Le tueur arrive, elle essaie de remonter, mais il la repousse à l'intérieur avec son pied. De son côté, Carol se cache dans les toilettes. Mais les toilettes, elles ont un reflux de sang. Comment? Pourquoi? Encore un mystère? On sait pas, c'est pas grave. Elle court dans les couloirs. Et d'ailleurs, elle percute le cadavre de Suzanne qui a été pendue par les pieds. Bah oui, parce qu'on n'a pas vu on sait pas comment elle est morte, Suzanne. Mais elle est morte. Et elle arrive enfin
à la fameuse porte avec la photo de Marty. Le tueur passe à travers la photo, mais elle le sèche avec une batte de baseball. Elle s'enfuit de nouveau, mais comme elle est un petit peu con, elle a lâché la batte de baseball. Et cette fois, c'est le tueur qui se relève, mais qui récupère la batte de baseball. Parce qu'il est un petit peu moins con. Alors Carol, elle se cache entre les rideaux de la salle de théâtre. Oui, il y a aussi une salle de théâtre. De son côté, le tueur a échangé la batte de baseball contre un javelot. Et il pique au hasard dans les rideaux. Carol évite de justesse le javelot, elle prend une hache et elle s'enfuit. Et elle se cache derrière un encadrement de porte. Le tueur arrive près de cette porte, mais change d'avis et repart. Mais le bruit revient. Et là, le tueur passe par la porte. Ah non, c'était pas le tueur. Manque de peau, c'est pas le tueur. C'est Skip. Bah oui, on l'avait vu, c'était détaché. Voilà. C'est Skip. Mais Carol, elle le savait pas. Et donc, pensant que c'est le tueur, elle lui fout un gros coup de hache en plein dans le front. C'est ballot, hein. Bon, recourse-poursuite. Petite bagarre avec le tueur dans les couloirs. Et elle le fait passer par une fenêtre, et du coup il tombe en contrebas dans le gymnase, je crois. Elle lui lance le javelot. Alors je sais pas si c'était pour le planter, mais ça marche pas, hein, parce que le javelot il tombe mollement à côté de lui. Bref, donc elle s'en va. Mais le tueur se relève, parce que c'est un slasher, ça se relève toujours. Et là il prend le javelot. Il lui court après dans les couloirs, puis dans les escaliers. Il y a ce moment du film, il y a beaucoup de courses-poursuites qui servent pas à grand chose. Et elle arrive là où tout a commencé, dans le vestiaire des filles. Elle se planque dans la douche, le tueur rentre, il regarde à travers une déchirure du rideau, il enlève son masque, et c'est bien Marty, en mode double face, qui rigole comme un taré. Il plante Carol à coups de javelot. Et il continue de rigoler en parlant aux victimes, en leur disant qu'il leur a fait un super poisson d'avril. Oui, il a viré dingo. Hein. Comment tu la veux? Je t'en prie, non! Non! Ou chaud? Non, pitié, non! Il vous ai bien eu, hein, espèce de pocheton. Je vous ai fait un super poisson d'avril, bande d'enculés. Je vous ai fait voir qui j'étais moi, Marty Ransom. Mais tout d'un coup, il s'arrête. Il arrête de rire. Parce qu'il entend des voix qui l'appellent. Marty. Alors il avance dans les couloirs, vers les voix, et puis il se retrouve dans la pièce de la fiesta du début. Et là, il est entouré de toute la bande de cons, mais version zombie. Il commence à s'enfuir, il arrive à la porte d'entrée du lycée, il l'ouvre, mais tous les zombies sont derrière, prêts à l'attraper, et là, changement de plan. On se retrouve dans une chambre d'hôpital, avec un patient sur un lit, le visage totalement bandé. Une infirmière arrive et lui dit « Du calme, Marty, le chirurgien a fait sur vous un travail admirable. » On se retrouve dans les couloirs de l'hôpital où on voit que l'alarme de la chambre sonne. Donc on a un médecin qui se dirige vers la chambre. On entend Marty qui gueule avec l'infirmière de dos au-dessus de lui qui a une seringue dans la main. Le médecin s'approche, mais c'est Marty sous le costume de l'infirmière qui plante la seringue dans l'œil du médecin. Et là, Marty il brise le 4e mur, il regarde la caméra et s'arrache la peau du visage. Générique. Bon, soyons honnêtes. Le Jour des Fous, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais il a ce petit goût de VHS que j'ai loué 3 fois et que j'ai toujours rendu en retard. Comme mes bulletins au collège. Eux aussi, mais pour d'autres raisons. D'ailleurs, c'est au collège que j'ai découvert une autre forme de terreur. Pas celle du cinéma, mais celle des couloirs à l'heure de la récré entre 2 brimades. Je rêvais, moi, d'une escapade dans un vidéoclub. Perso, pour moi, ce film, c'est un petit peu un film doudou. Je l'ai découvert très jeune et je l'ai tout de suite aimé. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Alors pour certains, c'est devenu un film culte, pour d'autres, c'est un truc chelou que tu ramènes dans une soirée pyjama. Chacun sa Madeleine de Proust ou sa VHS de réconfort. Comme quoi, que ce soit à travers un film étrange ou un vidéoclub planqué, on trouve toujours un endroit où fuir les harceleurs et se fabriquer une armure. Alors ouais,
le film a ses défauts. Comme mon époque collège, pompeux, chelou, flippant. Mais avec le recul, ce film, il est drôle, il est attachant, puis il est digne d'un épisode de podcast. Alors, on se retrouve la prochaine fois avec un film encore dans le milieu scolaire. Et je vous jure que c'est pas fait exprès. Mais cette fois, on partira à l'université, avec beaucoup moins de gore et beaucoup plus de suspense. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, regardez des films, sortez de votre zone de confort. C'était Culture Noire.